Bonjour, bienvenue sur la chaîne Lotus Pacham, bienvenue sur la poule Veda. Voilà, donc en fait aujourd'hui on va parler des pieds nickelés de l'espace, on va un petit peu parler de tout ce qui se passe dans la stratosphère parce que on peut dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens en fait qui s'intéressent, on va dire, à la physique quantique, hein. Bon, bien sûr, nous avons les films, nous avons les films avec Total Recall, avec Mars Attack, avec Ghost of Mars. Voilà, donc on est tous un petit peu, bon, on a un peu les pieds dans le pétrin là en ce moment, mais on est quand même tous à regarder un peu les étoiles le soir. Et donc vraisemblablement, eh bien, ce qui va se passer, c'est que on aura de moins en moins l'occasion de regarder le ciel parce qu'on va avoir beaucoup de pollution, hein, beaucoup de pollution lumineuse à cause de tous ces satellites, évidemment, qui vont nous boucher la vue. Donc voilà, donc il serait temps, mes amis, de s'occuper un petit peu de cela avant que l'on nous transforme en mutantes de ou on va dire avoir des histoires de contamination par les ondes. Alors justement à ce propos, je vais parler de Starlink, voilà la ligne droite pour aller jusqu'aux étoiles, mais visiblement ça va être un petit peu compliqué, en tout cas pour le commun des mortels. Donc en fait, Starlink, c'est un projet d'accès à Internet par satellite. Donc voilà, proposé par le constructeur aérospatial américain SpaceX, hein. Donc là, on est vraiment dans un super film. On est dans Mon Martien bien-aimé. Donc voilà, bon, je dirais pas que c'est la guerre des mondes, hein, je veux pas être négative, mais on va dire que c'est un petit peu le Père Noël contre les Martiens. En tout cas, cette histoire. Donc voilà. Donc en fait, ça repose sur un déploiement de constellations de millions de satellites de télécommunications. Bah oui, parce que nous, notre débit internet, eh ben, il est pas assez important, hein. On n'est pas, voilà. On en a marre, hein, d'avoir du débit, du bas débit. Donc en fait, grâce à Elon Musk, eh bien, nous allons avoir un super haut débit, hein. D'ailleurs, ma poule aussi me dit qu'elle a un super débit aussi dans le cerveau. Et donc, en tout cas, eh bien, ces satellites de télécommunication vont se positionner sur l'orbite terrestre. Alors ça s'appelle OTB, hein, zone d'orbite terrestre, allant jusqu'à 2000 km d'altitude. Donc c'est un petit peu une choucroute, hein, cette histoire quand même. Voilà, parce que donc en fait cette orbite elle est située entre l'atmosphère et la ceinture de Van Allen, hein, donc rien à voir avec, je veux dire Van Allen le musicien bien sûr. Et donc en fait on y retrouve des satellites, notamment de télédétection. C'est là que ça devient plutôt intéressant. Et donc en tout cas cette ceinture Van Allen c'est un centre évidemment de radiation, c'est une zone toroïdale de la magnétosphère de la Terre qui contient une grande densité de particules énergétiques, hein. Vous savez, comme je suis très intéressée par la physique quantique, donc je vous lâche en fait toutes mes informations, en tout cas dans cette capsule, hein, surtout pour les gens qui ont mal au crâne. Ça va vous aider. Donc en fait, la ceinture intérieure, évidemment, est de 700 km et elle monte jusqu'à 10 000 km et est constituée de protons à haute énergie, des méga-électrons. Et donc en fait, c'est un débit de fluence, hein, de flux de particules, voilà, de millions de protons par centimètre. Donc on va dire c'est de la grosse énergie, hein, mes amis. Et ça provient du vent solaire et des rayons cosmiques qui sont piégés dans ce champ magnétique terrestre, hein. C'est comme ça que la Terre fonctionne. Donc voilà, donc à travers ça, eh ben, y a des gens qui nous collent en fait des satellites, hein, voilà. Et donc on va dire que eh bien, dans ce champ quantique, on va dire les particules se déplacent en permanence. Alors il y a un truc qui m'a interpellée et c'est pour ça en fait que je fais cette vidéo, c'est qu'en 2013, eh bien l'université de Colorado a découvert en fait une troisième ceinture de radiation non permanente. Donc on s'est demandé un petit peu d'où ça sortait cette histoire. Et donc en fait, visiblement, c'est grâce à une sonde d'une mission spatiale à la NASA qui a été lancée le 30 août
2012 qui a analysé en fait l'influence, qui analyse l'influence du soleil et donc a trouvé justement cette, on va dire, cette distorsion, ce centre, on va dire, de cette ceinture de radiation. Et donc en fait, tout cela est dû à une onde de choc plasmique, donc voilà, un état de la matière, une transition brusque. Alors on n'a pas su trop d'où ça venait, donc en fait on s'est dit ça provient d'une éjection de masse coronale. Alors moi quand j'ai vu coronale, je me suis dit tiens c'est marrant, ça fait coronal, voilà. C'est peut-être un virus que la Terre a reçu, on ne sait pas. Et donc, en fait, ils ont appelé ça EMC. Donc, en fait, ce flux, justement, un petit peu particulier, a duré 4 semaines, ce flux de particules autour de la Terre. Et donc, en fait, ils se sont dit, c'est peut-être à cause d'une éruption solaire. On ne sait pas. Donc, en fait, on s'est dit, c'est une éruption solaire. Ça a duré 4 semaines et puis c'est reparti aussi vite que c'est arrivé. C'est assez curieux. Donc, on va dire c'est un phénomène de reconnexion magnétique et de champs, en fait, qui peuvent s'ouvrir comme ça. Et ça a quand même comme conséquence d'affaiblir, en fait, le bouclier solaire. Bon, c'est quand même pas le truc évident, surtout pour nous, les terriens. Et donc, ce que j'ai vu, en fait, c'est que cette EMC, cette éjection de masse coronale, donc normalement qui est due par le solaire, mais on ne sait pas trop, on a dit ça comme ça, en tout cas c'est l'Université de Colorado, eh bien ça peut causer des troubles dans des équipements électroniques tels que, on va dire, des téléphones cellulaires, ça peut faire des interférences avec des radars, ça peut faire des brouillages, ça peut faire d'interférences donc dans les fonctionnements de radar on va dire par rapport aux récepteurs en tout cas et donc surtout ça peut émettre on va dire un bruit de particules, enfin on appelle ça évidemment des ondes donc évidemment moi quand j'ai vu ça je me suis dit tiens c'est marrant, c'est les radars, les brouillages, c'est tous ces trucs là et c'est quand même dans un truc qui est quand même pas évident. Enfin, je veux dire, la 3e ceinture de radiation non permanente, il fallait quand même le pondre, cette histoire. Et donc, en fait, moi, je me suis intéressée justement à ça, à ce brouillage, à ces ondes. Et donc, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait 3 types, on va dire, de brouillage, voilà. Alors il y a le spot, donc en fait c'est quand on concentre, on va dire l'énergie sur une fréquence unique. Il y a le balayage, quand on va dire on varie la fréquence du brouillage, donc voilà. Et donc en fait il y a aussi le brouillage en barrage, donc avec plusieurs fréquences simultanées à l'aide d'un seul dispositif. Donc je me suis dit il y a tellement de choses qui se baladent autour de la Terre, voilà, c'est quand même bizarre qu'il y ait des phénomènes comme ça. Et donc ce qui est assez intéressant, c'est que maintenant, en fait, il y a une autre forme de brouillage qui est le brouillage du site. Donc, c'est un brouillage d'un nouveau genre. C'est une cible, en fait, que l'on brouille à la source et sur toutes les fréquences. Et on va dire qu'il peut y avoir d'autres cibles autour, même proches. Eh bien, elles ne sont pas affectées par le brouillage. Donc, moi, je me suis dit, dis donc, ils en ont fait des progrès quand même au niveau des brouillages. Et donc, en fait, je me suis intéressée évidemment aux fréquences radiophoniques, aux fréquences radionumériques, puisque je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a quand même un gros problème en fait avec WhatsApp en ce moment. Enfin, moi, je ne sais pas, mais vous, en fait, à chaque fois, ça coupe, ça revient, il y a des problèmes de Wi-Fi, il y a des problèmes d'Internet. Donc en fait, je me suis dit, tiens, ça vient peut-être du soleil. Le soleil traverse la troisième ceinture et puis voilà, ça vient de là. Et donc en fait, donc il y a du brouillage, c'est ce qu'on peut dire. Il y a du brouillage peut-être dans ma tête, dans ma poule aussi, et il y a peut-être du brouillage sur la 3e ceinture aussi. Voilà, alors qu'il ne devrait pas exister d'ailleurs, mais bon, visiblement, elle est là, elle arrive, elle repart, on ne sait pas trop. Et donc en fait.
Donc en fait, enregistrer donc un signal et le réémettre après l'avoir modifié, en fait, ça s'appelle le DRFM, donc le brouillage de fréquences radionumériques. Hein, donc voilà, c'est ça qui altère en tout cas tous nos ordinateurs, nos téléphones portables, tout ça. Et donc en fait, eh bien, on peut changer, en tout cas vraisemblablement, la fréquence des impulsions. Et donc on mesure après l'écho réfléchi de la cible et on décale en fait en changeant en fait on va dire l'onde. Et donc en fait, on peut comparer en fait en fréquence avec un signal d'aller et retour. Donc en fait, on peut moduler, si vous voulez, le signal de cette façon-là. Et on peut en même temps, évidemment, ajouter des données supplémentaires, et notamment, en fait, en diffraction. Donc, en fait, bon, là, en l'occurrence, c'est par rapport à des radars, mais si on va dire, c'est sur les lobes secondaires en fonction, on va dire, d'un diagramme, en fait, ondulatoire d'émission ou de réception d'une antenne cible. Donc voilà, donc étant donné qu'on est tous en train de téléphoner, nous sommes tous évidemment des cibles potentielles puisque nous recevons des ondes. Alors, et donc en fait la diffraction de l'onde sur, on va dire, un réflecteur parabolique ne peut se faire que sur une surface métallique, hein, évidemment, donc mon téléphone, hein, voilà, de l'ouverture qui est conductrice. Et donc en fait évidemment c'est tout ce qui est un peu métallique, comme notamment l'aluminium, évidemment l'aluminium que l'on retrouve dans beaucoup de matériel utilisé dans les communications, mais aussi dans la médecine. Voilà, il y a des petits grains d'aluminium. L'aluminium, ça se balade partout, si vous voulez. C'est ça qui est intéressant. Et donc, en tout cas, chaque point de la surface de réflexion va rayonner comme une source ponctuelle, et le champ total émis par un point est la somme cohérente de tous les champs infinitésimaux. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle en fait l'échelle logarithmique. Et donc, en fait, là, c'est décrit notamment dans l'approximation de Fraunhofer pour les gens qui aiment ça. Hein. Donc, voilà. Pour vous dire que je raconte pas de bêtises. Et donc évidemment ça, eh bien, on retrouve évidemment ces signaux, ces brouillages évidemment dans les on va dire dans les émissions de signaux visiblement de satellites de télédétection, voilà, des satellites de systèmes globaux de télécommunication, et notamment le système Iridium, donc en fait voilà, avec une orbite terrestre basse, hein, donc en fait eux ils sont à peu près à 550 km de la surface du globe, et aussi de Globalstar. Donc voilà, donc ça c'est les sociétés évidemment de télécommunication. Et donc c'est assez intéressant parce que là donc nous avons un troisième venu, donc notre Starlink, voilà le Père Noël contre les Martiens, notre Elon Musk international et intergalactique. Et donc en fait nous, eh ben, il apporte évidemment sa technologie, voilà, Starlink, et donc on vous dit que c'est pour évidemment des nouveaux usages d'intérêt général. Hein, vous voyez, ces mecs-là, ils sont super, hein, ils sont milliardaires, et en plus ils bossent pour nous. C'est quand même formidable. Et donc évidemment l'intérêt de tout ça, de toute cette nouvelle technologie intergalactique, le mec veut aller sur Mars, eh bien c'est pour les jeux vidéo. C'est quand même formidable, hein. Ils font tout ça pour nous permettre, eh bien, d'avoir des gigabits dans nos jeux vidéo, et aussi pour qu'on fasse des conférences calls quand même beaucoup mieux que ce qu'on a l'habitude de faire en ce moment. Voilà, donc c'est quand même génial. Le mec, il dépense des fortunes simplement pour que tu puisses bosser avec ta vidéo call, voilà. Et puis l'autre, c'est pour qu'il ait ses petits jeux vidéo. C'est quand même formidable. Et donc évidemment, tous ces gens-là, eh bien, ils ont des centres de recherche extraordinaires. Je vous dis, voilà. Voilà, et donc en fait, pour simplement réduire
un délai de transmission et c'est pour ça qu'ils vont nous placarder partout leurs satellites intergalactiques. Alors c'est intéressant, alors ça s'appelle évidemment la constellation, hein, évidemment, donc c'est pas du tout les filles, la constellation familiale, là je vous rassure complètement, c'est une constellation de 1600 satellites. Alors normalement c'est intéressant aussi de savoir que dans les satellites de télécommunication, bon là je sais que je vous fais mal au crâne, mais vous inquiétez pas, ça va vous faire encore plus mal au crâne et ce sera pour plus tard. Il y a évidemment deux bandes, la bande Q, hein, KU, hein, bien sûr, je ne dis pas de bêtises, la bande de fréquence pour la télévision et la bande K, donc utilisée par Internet pour les satellites. Et donc en fait, pour le moment, évidemment, les satellites de Starlink n'émettent qu'en bande Q. Non, eux, ils ont décidé de faire que de l'Internet, hein, parce que le reste, ça les intéresse pas, mais ils veulent quand même aller sur Mars, voyez. Donc, il y a des choses, en fait, qu'on va éclaircir petit à petit. Donc, voilà, en tout cas, ma poule va éclaircir tout ça. Et donc, en fait, le réseau backhaul, donc c'est un réseau intermédiaire d'émission et de réception de données par rapport, on va dire, à un centre de radiodiffusion et une station terrestre d'un réseau de satellites et un multiplexeur d'accès à la ligne d'abonnés numériques et le cœur des réseaux de télécommunications numériques. Bon, vous voyez, c'est quand même pas le truc évident hein, que j'essaye de vous traduire. Et donc, en fait, c'est intéressant parce que la typologie, on va dire, voilà, comment ça fonctionne. Eh bien, donc en fait, c'est de point à point, hein, donc voilà, donc on a un point en haut et on a un point en bas, ou sinon c'est du maillage, hein, donc voilà, donc tout ça c'est des ondes, hein, mes amis, hein, c'est de la choucroute, mais c'est quand même des ondes, donc ça fait très mal à la tête, et aussi c'est en anneaux, hein, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un raccordement d'ordinateurs entre eux, donc voilà, donc en fait, eux, ils utilisent un petit peu tout ça pour nous balancer toute leur technologie, bien sûr, et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait, on part du satellite, vous voyez, donc il y a 1600 satellites, là, que vous voyez en l'air, là, et puis, hop, on arrive, le déploiement n'est que géographique, donc là, on ne comprend plus rien, on se dit, mais Starlink, je te croyais dans les étoiles, moi j'étais déjà partie dans Ghost of Mars, j'étais partie déjà sur Mars Attack, voilà, j'étais partie sur The Brave Little Toaster Goes to Mars, hein, moi je suis un toaster, moi je mets, voilà, c'est le matin, j'utilise mon toaster et toi tu me dis qu'avec le toaster tu vas l'envoyer sur Mars. Donc là je comprends plus, tu vois, je me dis mais comment ça se fait qu'il veut lancer des satellites en l'air et puis en fait il y a les fourmis par terre, vous voyez. Donc en fait on est un petit peu là-dedans, donc en fait... Et là, en fait, on nous explique, évidemment, pour le moment, ce n'est que géographique. Donc, en fait, il y a un système satellitaire en orbite, non géostationnaire. Et puis, la Commission fédérale des communications aux États-Unis, en fait, eh ben, ils ont donné leur accord. Hein, donc, voilà. Donc, là, on se dit, mais voilà, il y a quand même des trucs un petit peu bizarres. Et surtout, il y a encore un truc encore plus bizarre, c'est que, en fait, tu veux utiliser la bande V. Bon, la bande V, moi, ça me fait penser à V. Vous vous souvenez, ce super film génial avec les lézards et tout ça. Et donc, en fait, je me suis dit, bah tiens, c'est marrant, la bande V, alors c'est quoi? Et donc, en fait, la bande V, donc voilà, c'est un système de transmission de signaux entre deux signes géographiques qui exploite en fait des supports d'ondes. Donc voilà, c'est pour ça que mon téléphone marche mal, merci. Et donc en fait, c'est aussi utilisé par les radars et donc c'est une onde électromagnétique. Et donc en fait, moi ce que je vais vous dire, c'est qu'en fait, bon bah voilà, donc en fait, Starlink, ils veulent utiliser la bande V. Alors la bande V, c'est bien parce qu'en fait, elle n'a jamais été utilisée ou très peu utilisée, sauf pour les faisceaux hertziens. Donc là, je me dis, tiens, là, j'ai mis mes lunettes, hein, voilà. Et donc, en fait, c'est aussi utilisé, en fait, donc pour le réseau hertzien. Et c'est aussi une banque de fréquences de télévision terrestre regroupant, en fait, on va dire, de la haute fréquence. Donc, c'est de la VHS, hein, c'est de l'ultra haute fréquence. Et on va dire que c'est proche des ondes infrarouges, hein, pour les gens qui connaissent un petit peu. Donc, on va dire le spectre électromagnétique, en fait...
sur le spectre électromagnétique, eh bien, on est plus du côté, on va dire, des ondes, on va dire, basses. Et donc, en fait, ça permet, si vous voulez, une classification électromagnétique par fréquence, en tout cas, ce spectre électromagnétique. Et donc, en fait, eh bien, dans ce spectre, en fait, on a des interférences dans les réseaux de diffraction. Et donc, en tout cas, en fait, bon, bah, écoutez, on peut calculer, en tout cas, la longueur d'onde dans le vide grâce à cela. Et évidemment, là, on est sur de l'ultra haute fréquence et donc sur des ondes infrarouges. Et donc, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que la conséquence de cela, c'est en fait un phénomène physique, c'est de la transition d'électrons au sein du noyau atomique. Ça s'appelle des valences d'atomes ou de molécules plus ou moins hautes en énergie, non observables évidemment à l'œil humain. Donc en fait, on est sur de l'oscillation de particules, donc de vibrations moléculaires, et donc de la transition d'électrons au sein d'atomes et de molécules. Alors évidemment, tout ce que je vous raconte, c'est complètement abscon pour vous, parce que vous voyez pas le truc, mais en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, en gros, il y a des ondes partout, vous voyez, il y a des ondes partout, et que vraisemblablement, cette bande V, en fait, on ne connaît pas vraiment les conséquences, si vous voulez, vu qu'on n'a jamais utilisé ce genre de choses. Donc déjà, Starlink, ils vont utiliser la bande V pour leur service de télécommunication, pour que tu puisses jouer avec ta PlayStation, tu vois, et que ça aille plus vite, tu vois, que tu ne sois pas obligé d'attendre pendant des heures si tu veux que le signal arrive dans ta PlayStation. Mais bon, sur toi, on ne sait pas. Hein. Sur ta PlayStation, on sait, on est au courant, ça marche bien. Mais sur toi, sur ton cerveau et tout ça, on ne sait pas trop. Donc voilà. Et moi, mon téléphone, eh ben, il est toujours en panne. Hein. Donc moi, j'en ai un petit peu marre quand même. Et donc, en fait, on peut dire aussi, évidemment, en contre, que, on va dire, il y a les rayons, en fait, ultraviolets. Alors, c'est intéressant parce que, bon, moi, j'ai fait les chakras. Donc, évidemment, quand on parle de ultra haute fréquence proche des ondes infrarouges, évidemment, pour moi, c'est des énergies basses. Et évidemment, les rayons ultraviolets, évidemment, ce sont des énergies hautes. Voyez, donc là, voilà, et l'ultraviolet, évidemment, le violet, c'est le chakra de la couronne aussi. Et par exemple, pour vous donner une idée, dans la chlorophylle, hein, dans les plantes, hein, donc les plantes, elles sont, voilà, elles bougent pas. Eh bien, la chlorophylle, en fait, c'est le spectre justement des ultraviolets. Et donc et en fait, on dit que en fait, la chlorophylle, c'est la plus réfrangible du spectre, et que l'indice rouge est le moins réfrangible. Et donc voilà, bon, ça c'est la théorie de Maxwell qui a été délivrée en 1899. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, que la propriété de la lumière ne peut pas être brisée par aucun moyen. Et donc, en fait, de sectionner, si vous voulez, sous forme de prisme, comme l'a fait Newton, en fait, eh bien, c'est pas vraiment réel. Voilà. Et donc, en tout cas, quand il y a donc de l'infrarouge, eh bien, c'est des ondes radio. Donc, on va dire c'est des ondes très basses. Voyez, et donc, et quand on a de l'ultraviolet, évidemment, eh bien, les ondes sont très hautes. Alors, vous allez comprendre pourquoi, parce que, par exemple, la Terre, c'est une onde TLF, et l'onde ELF, c'est l'onde du cerveau humain. Donc, ce sont des ondes, je veux dire, naturelles qui sont très hautes et qui appartiennent en fait au spectre ultraviolet. Tandis que les ondes de radio ou de télécommunication sont des ondes très basses. Et donc, en fait, les ondes ultraviolets, en fait, elles ont des longueurs d'onde entre 10 000 et 100 000 km. Vous voyez ? C'est d'ailleurs pour ça qu'en fait, y a des gens qui arrivent en fait à communiquer par l'intuition. Voilà, et ça s'appelle la résonance de Otto Schumann. Hein. C'est quelqu'un qui a découvert ça en 1950. Et donc, ça concerne les champs magnétiques terrestres. Et voilà, et donc en fait, c'est une cavité formée par la surface de la Terre et par
l'ionosphère qui fonctionne comme un guide d'ondes. Donc voilà, c'est pour ça souvent on dit si vous voulez vous ancrer, vous mettez les pieds dans la terre. Parce que de cette façon-là, en fait, vous allez être guidé par des ondes en fait qui sont des ondes ultraviolets, si je puis dire, voilà, parce que je reprends le spectre. Et donc en fait, cette guidance d'ondes, ce guide d'ondes, en fait, provoque une conductibilité infinie, enfin une conductibilité électrique infinie. Et donc ça a été vérifié par une formule mathématique. Bon, je vous passe la formule mathématique parce que là vous n'allez pas y arriver. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire que, tout ce qui est radio de télécommunication, avec la bande V, avec l'infrarouge, avec tout ça, et en fait, nous, ça nous engramme. Vous voyez, ça nous plombe, si vous voulez. Voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre son téléphone à côté de l'oreille. Voyez, parce que votre cerveau, après, il va pas, parce qu'il est un peu perturbé par ces ondes basses, alors que vous, votre cerveau, il est dans les ondes hautes. Voyez, donc en fait, c'est ça. Et donc, en fait, SpaceX a utilisé aussi la tracée atmosphérique et aussi la mécanique des fluides par rapport en fait à ces super satellites. Et donc pourquoi comme ça en fait le satellite il peut flotter à 340 km d'altitude et parce que comme ça il peut bénéficier d'une certaine forme de flottement. Vous voyez, ça c'est la mécanique des fluides. Alors justement il y a des problèmes maintenant parce que en fait dans le ciel, c'est pas comme sur la route, il n'y a pas des bandes blanches, on va pas à droite ou à gauche, vous voyez, il n'y a pas de stop, il n'y a rien. Et donc en fait on va se retrouver avec beaucoup de satellites et puis aussi il paraît qu'il y a des débris, il y a de la poubelle même au-dessus de nos têtes. Et donc pourquoi? Parce que les satellites de Starlink, ils ont une durée de vie de 7 ans. Alors moi je me suis dit, dis donc, faire monter un satellite dans le ciel entre les étoiles et puis le revoir descendre au bout de 7 ans, la station russe, ça fait combien d'années qu'elle est en l'air, vous voyez, elle est toujours pas redescendue, elle, donc voilà. Et donc là, c'est un petit peu le truc un peu gobelet jetable, vous voyez. Et donc on va se retrouver avec plein de gobelets au-dessus de la tête, et puis quand ça va tomber, c'est quand même pas terrible, vous voyez. Et donc en fait là j'ai fait un petit calcul. Alors donc il y a déjà 4425 satellites qui vont être envoyés dans la stratosphère avec Starlink, Starlink, Elon Musk, seul sur Mars, n'oubliez pas le film. Et en plus on a 7518 satellites. Et en plus, ils sont dans des orbites non géostationnaires. Donc les mecs, en plus, ils tournent. Donc pour tourner, évidemment, il faut de l'impulsion, il faut du carburant, il faut du kérosène. Donc ils vont nous consteller en fait de gobelets, ça va tourner autour de la Terre tout ça. Et donc en fait c'est intéressant parce qu'en 2019 il y a eu un nouveau document qui a été émis, parce que là je vous fais tout l'historique parce que c'est quand même super drôle. En tout cas ma poule elle se dit mais mon Dieu, où vont-ils s'arrêter? Enfin je veux dire voilà, c'est comme des Starbucks, il va y avoir des gobelets partout autour de la Terre. Et donc en fait dans le nouveau document, au début, on voulait envoyer, donc je vous dis, 4425 satellites plus 7518, à peu près 1150 km. Là, on s'est dit, là, on est bon, ils sont loin quand même. Et puis après, c'est redescendu à 550 km, parce que le mec, il a trouvé qu'il y avait du flottement, donc il s'est dit, on va plutôt se caler à 550 km, c'est quand même mieux, il y a moins de distance, donc c'est peut-être pour les récupérer plus vite aussi, on ne sait pas. Et donc en tout cas, la méga constellation, donc SpaceX de Starlink, le premier et le deuxième satellite, je vous le donne en 1000, comment il s'est appelé? Il s'appelait Tintin.
Tintin de la Terre à la Lune, mes amis. Mais là, on n'est pas encore sur la Lune, hein. Et donc, voilà, donc ça a été envoyé. Et puis, en fait, bon, bah, ils se sont dit, mais si tu envoies autant de satellites autour de la Terre, comment tu vas faire? Je veux dire, à un moment donné, il faut passer la poubelle, quoi. Voilà, il faut passer les poubelles girls, hein, voilà, quand on en a autant. Et donc, en fait, on a demandé donc à SpaceX, hein, voilà, à SpaceX, on leur a demandé évidemment, bah, comment tu fais avec ta désorbitation, voilà, comment tu vas faire, hein, Coco, pour récupérer tes satellites quand ils sont pétés, hein, ou quand il y en a un qui va pas, hein. Et donc en fait, en fait, ils ont envoyé 60 prototypes, hein, en 2019, hein, donc après Tintin 1 et Tintin 2, Tintin A et Tintin B. En fait, ils ont essayé en fait, de faire de la désorbitation, c'est-à-dire, voilà, on envoie des satellites et puis après on les récupère et on voit ce qui se passe. Donc voilà, bon bah écoutez, moi je sais pas, j'étais pas en 2019, j'étais pas au courant, hein, de tout ça. Donc voilà, donc après, donc il y a eu 60 prototypes d'envoyés d'un coup, hein, je veux dire, c'est comme les dragées Fuka, hein, ça y va, hein, c'est les suppositoires là, hein. Et donc après, en fait, on a eu un premier lancement de 60 satellites. Donc voilà, qui ont été tout de suite opérationnels et qui ont commencé à émettre en bande K. Voilà, donc en fait, avec évidemment des ondes radio, voilà. Et après, le 7 janvier 2020, là, on est passé au modèle au-dessus, hein, voilà, on a dû avoir des super subventions, évidemment, voilà, voilà, on va dire de bons, voilà, des gens qui tiennent la route, hein, voilà, du bon matos. Et là, on a envoyé DarkSat, donc un revêtement expérimental, 55%. Pour le rendre invisible. Alors c'était marrant, hein, ils envoient des satellites et puis en même temps ils envoient des trucs pour les rendre invisibles. C'est bizarre quand même, hein. Surtout quand c'est juste pour ta PlayStation, hein. Enfin je veux dire, les mecs ils se défoncent, hein. Ils se défoncent à mort, hein, pour ta PlayStation, moi je te le dis, hein. Et donc après le 7 janvier, ils en ont envoyé 60, ensuite 60, et ensuite... alors là, il y a eu un problème en fait sur la première étape parce que ils ont pas, quand il y en a qui allaient pas, ils ont voulu les désorbiter. Et en fait, il y avait un espèce de grand radeau, hein, une barge. Il fallait les récupérer sur la barge. Alors je vous le paye en mille. Elle s'appelait comment, la barge, hein, après Tintin A et Tintin B? Eh bien la barge s'appelait Of Course I Still Loving You. Voilà. Donc c'est vraiment génial. Le mec, vraiment, c'est un poète, hein, quand même, cet Elon Musk. Et donc en fait, il y en a un, il n'a pas réussi à se poser sur la barge, hein, donc évidemment ça c'était un petit peu délicat. Ensuite, du 22 avril au 7 août 2020, nous on était en plein confinement, on bougeait pas de chez nous, hein, vous voyez. Et le mec il a envoyé 180 satellites, plus 3 satellites d'opérations terrestres. Alors ça, moi je sais pas ce que c'est, les opérations terrestres. Moi je suis sur ma PlayStation. Vous êtes en conférence call. Moi voilà. Vous savez ce que c'est que les opérations terrestres? Moi je sais pas, hein, donc voilà. Et puis le 18 janvier 2021, donc là, on a eu vraiment la volée de ballons, hein, la volée de colons, je dirais, hein. On a eu 1015 satellites envoyés d'un coup. C'est dingue. Voilà. Et donc, évidemment, alors tout ça, c'est évidemment pour éviter le temps de latence. C'est-à-dire que toi, quand tu reçois ton signal sur ta PlayStation, tu vas attendre beaucoup moins le signal, hein, bien sûr, parce que là, en fait, on a complètement quadrillé l'espace avec Elon Musk, hein, voilà. Mars Need a Woman, la conquête de l'espace, mon martien bien-aimé, la guerre des mondes, My Brave Little Toasters Goes to Mars. Je veux dire, ça y est, ça a été vraiment l'envolée des ballons blancs, hein. Enfin, je veux dire, là, il y a du Starbucks dans tous les sens, il y a des gobelets dans toute la stratosphère, hein. Et donc c'est et tu pourras le remercier, Elon Musk, parce que grâce à lui, en fait, ta PlayStation va beaucoup mieux marcher et ta conférence call évidemment aussi, hein. Et donc en fait,
Donc en fait, ce qui est intéressant, évidemment, c'est aussi de voir qu'au début, évidemment, je vous dis, on était parti sur l'envoi de satellites à peu près, voilà, 1500 km, c'était un petit peu loin. Mais là, en fait, on a carrément réduit en fait les distances à 350 km et à 550 km du sol. Et donc là, il y a des gens qui sont pas d'accord, hein, évidemment, parce qu'ils se disent non mais attends là, tu vas me, moi j'ai déjà mes satellites, hein, Coco là, je veux dire l'Europe, les Russes, la Chine. Je dis, ils ont tous leurs satellites là, et puis toi, tu arrives avec ton envol de colombe là, hein, et puis en fait, eh ben, ça va faire les autotamponneuses, hein, c'est clair, hein, ça va arriver, hein. Et donc en fait, là, en fait, donc il a envoyé là, les 7518 satellites à 350 km pour évidemment garantir un débit élevé, hein. Il est vraiment super ce mec, je veux dire, il fait tellement d'études, il dépense tellement d'argent pour nous avec nos PlayStation, c'est quand même formidable, hein. Je veux dire, on n'aura même plus besoin, la PlayStation c'est Goes to Mars, hein, c'est clair. Et donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que la bande V, en fait, qui émet entre 40 et 75 GHz, est située immédiatement après la bande K, et jusque-là, en fait, n'a jamais été utilisée par les satellites de télécommunication. Et c'est un usage totalement expérimental, donc on ne connaît absolument pas en fait les conséquences qui va se passer en fait en termes d'ondes, voilà, sur la Terre, sur les êtres humains notamment, par rapport à cela. Et là, on a quand même beaucoup de satellites. Alors, ce qui est intéressant aussi, hein, la deuxième chose, c'est que, évidemment, moi je me suis dit, bah, ces satellites, ils sont pas sur un plan fixe, hein. Enfin, je veux dire, ils suivent pas la Terre, ils sont non géostationnaires, voilà. Donc, ils suivent pas ils vont plus vite que la Terre, hein. Donc, il faut bien que quelque chose, en fait, les pousse, hein, surtout à 350 km. Je veux bien qu'il y ait de la flottaison, mais je veux dire, on n'est pas à 1500 km ou même au-dessus à 12 000, hein. On est à 350 km du sol. Donc là, il faut quand même du carburant, les amis. Et donc, en fait, c'est intéressant parce que les satellites en fait de SpaceX, hein, de X-Space, je sais plus comment ça s'appelle, SpaceX, eh bien en fait, eh bien lui, il a décidé de propulser à effet Krypton. Alors moi c'est marrant parce que ça m'a fait penser évidemment à Superman, hein, voilà, le Krypton, la fin du monde, les trucs comme ça, vous voyez. Et donc, pourquoi il a pris le krypton au lieu du xénon? Tout le monde prend le xénon parce que c'est pas cher, c'est machin, voilà, c'est un gaz rare, tout le monde sait le faire. Et ben lui, il a décidé de prendre du krypton. Il s'est pris pour Superman. Voilà, en plus c'est beaucoup plus cher. Et donc en fait, alors je me suis intéressée évidemment au krypton, hein, mes amis. Donc la formule atomique du krypton c'est 36, et donc évidemment ça sert comme agent propulseur, évidemment pour les satellites, hein, les satellites de X-Space. Hein, c'est très spécial X-Space, hein. C'est pas un film X, hein, je vous rassure. Et donc en fait il est inodore, donc incolore. Et alors c'est intéressant parce que le nom en fait là, on va dire la racine grecque de krypton, et ben c'est quoi? Et ben ça veut dire caché. Donc le krypton ça veut dire caché. Et donc voilà, souvenez-vous aussi de la série Krypton, évidemment, qui annonçait la destruction de la planète, hein. Enfin, je veux dire, bon, moi, faut pas m'en vouloir, j'ai que des références cinématographiques. Et donc, en fait, l'une des propriétés physiques, évidemment, est la longueur d'onde de l'arrêt spectral. Donc là aussi, c'est très intéressant, évidemment, puisque le krypton, qui normalement est un agent propulseur, on va dire, eh ben, il a une super propriété, hein, c'est aussi de diffuser les ondes. Vous voyez, c'est assez marrant. C'est-à-dire que plus on va en avoir dans l'atmosphère, plus les ondes, en fait, elles vont, elles vont se développer. Vous voyez, c'est un petit peu ça. En tout cas, c'est la résultante entre, on va dire, le système quantique et le rayonnement électromagnétique, hein. C'est pas moi qui l'invente. Ça, c'est des gens qui ont fait des études de physique quantique. Et donc, en fait, le krypton, on va dire, dans la raie spectrale, vaut 1,6 million de fois la longueur d'onde dans le vide. Donc voilà, et ça, c'est utilisé comme carburant des satellites X-Space. Et donc en fait, bon alors je vais vous dire aussi une chose, c'est qu'en fait,
Bon, évidemment, c'est un gaz qui est chimiquement inerte, il ne réagit qu'avec le fluor. Alors c'est intéressant parce que nous, on mange des trucs avec du fluor et tout ça, hein. Enfin, voyez un petit peu l'histoire. Et bon, je ne vais pas vous parler des 33 isotopes, ça sert à rien. Et alors c'est intéressant aussi de voir qu'au même moment, en fait, il y a une start-up, en fait, je crois que c'était en France ou en Europe, qui a mis au point un prototype de moteur spatial fonctionnant sans carburant embarqué. Pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas pris? Ils ont préféré prendre du krypton. C'est bizarre. Voilà, surtout qu'en fait les gens ils sont à fond, hein. Et donc là, ça c'est l'Agence spatiale européenne. Voilà. Ensuite, donc en fait, bon, alors je vous parle comme ça, des satellites, hein, des gobelets, voilà, des Starbucks intergalactiques, hein. Donc là, en fait, en gros, en tout, il va y avoir 42 000 satellites, hein. Autant vous dire que quand vous allez aller aux toilettes, eh bien, on va entendre le bruit, hein, vous voyez, ce genre de choses. Et donc, en fait, c'est intéressant parce qu'évidemment, là, il soulève le gros problème de la sécurité des satellites, hein, low cost, hein, bien sûr. Donc, je vous dis déjà, ils vont jouer aux autotamponneuses au-dessus de nos têtes, ça va être sympa. Mais en plus, on va dire que il paraît qu'il y a un open hardware pour construire soi-même, on va dire, des appareils, des satellites de télécommunication. Et que les logiciels, en fait, reposent, c'est vraiment les pieds nickelés de l'espace, hein. Les logiciels reposent sur de l'open source. Donc voilà, donc évidemment, voilà, si on a des hackers, ils vont se faire un plaisir de hacker tous ces satellites de télécommunication parce que les logiciels sont en open source. Non, c'est quand même assez génial de dire ce genre de choses. Et donc je repars sur le krypton, donc il est peu soluble dans l'eau. Mais en fait, il est présent dans l'atmosphère et crée lors des réactions des fissions, notamment lors d'essais ou d'accidents nucléaires. Donc il y a ça aussi avec l'histoire du krypton. Donc on va dire... donc en fait c'est intéressant ce krypton parce que on va dire qu'il y a des problèmes d'électrons de valence qui peuvent déséquilibrer en fait l'isotope du krypton. Donc voilà, parce que la masse atomique, elle est de 83,79, mais donc elle est pas complète. Alors des fois c'est 84, des fois c'est un peu moins. Et donc en tout cas, ça peut être un vecteur pour ionisation par irradiation, mais pas par inhalation. Enfin, en tout cas, c'est ce qui est dit, mais par radiation. C'est-à-dire qu'en gros, s'il y a un accident nucléaire et s'il y a beaucoup de krypton dans l'air, eh bien c'est volatile, vous voyez, vu que c'est un gaz rare. Et à moins 60 degrés, en fait, eh bien, il peut vous transformer en glace, hein. Bon, évidemment, il faut qu'il fasse moins 60, hein, mes amis. Mais enfin, bon, quand même. Et donc, en fait, selon la théorie du quanta, toute particule matérielle dont le krypton en mouvement, donc photoélectron, est associé à une onde. Voilà, donc en fait, évidemment, tout ça est en mouvement. Donc évidemment, la longueur d'onde, l'onde est associée, est liée à la quantité de mouvement et à l'impulsion de la particule. Donc voilà, donc c'est comme ça en fait que les satellites se déplacent. Et donc évidemment, alors il y a aussi un autre truc, c'est qu'en fait le krypton, même si c'est un gaz très très rare, eh bien il est inodore et incolore. Donc voilà, donc j'imagine même pas avec 42 000 satellites au-dessus de nos têtes, combien de krypton est lancé dans l'atmosphère, vous voyez. Je ne veux même pas imaginer ce genre de choses, d'autant plus que, on va dire, c'est aussi, je veux dire, le krypton, il y a quand même, je veux dire, enfin, je veux dire, les ondes, en fait, voilà, enfin, je veux dire, ça véhicule, si vous voulez, au niveau des ondes, c'est exponentiel, vous voyez, ce genre de choses. Donc voilà, donc évidemment, alors, il y a aussi un autre truc qui me vient comme ça, c'est que
En fait, on parle d'installer, je vous dis, les 42 000 satellites. Donc, il y en a beaucoup déjà qui sont placés, hein, qui sont voilà autour. Hein, je veux dire, les gobelets de Starbucks, ça tourne. Hein, donc, déjà, il y a, je veux dire, les trucs spatiaux, les gens qui ont l'habitude d'avoir eux-mêmes leurs satellites, ils se disent non mais là, attends, tu vas me rentrer dedans, fais gaffe, voilà, parce que toi tu tournes et puis nous on est géostationnaire, donc on a peur que tu nous rentres dedans. Hein, vous voyez, on est un petit peu là-dedans. Et en même temps, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que moi je pensais que bon, le mec il allait balancer ses satellites et puis nous on allait pouvoir regarder notre PlayStation, hein, parce que nous on a tous la poule sur la tête, hein, on est tous voilà, nous on est là avec nos conférences call, voilà, et puis on attend le signal, hein, on attend que ça descende, hein, voilà. Et là, en fait, après, on nous parle de stations terrestres. Hein. Alors, je me dis, bah dis donc, il en jette de l'argent, le mec, simplement pour te faire gagner quelques mégabits dans ta PlayStation. Hein. Je veux dire, vraiment, le type, c'est le Père Noël, hein, le Père Noël venu de Mars. Hein. Et donc, alors justement, pour les stations terrestres, hein, mes amis, hein, tenez-vous bien là, surtout au niveau du béton, hein, parce qu'il y a 1 million de stations terriennes, hein, qui vont être installées sur les bâtiments des abonnés, abonnés au service évidemment des satellites. Et donc là, pareil, il y a une demande qui a été faite auprès de la Commission fédérale, hein, de communication aux États-Unis. Hein, s'ils en ont 1 million, je veux dire, sur leur territoire américain, bon bah ouais, ok, mais si ils en mettent chez nous, je sais pas, moi ça me dit rien, quoi, voilà. Et donc en fait, il y a aussi autre chose, c'est que alors justement, à propos de cela, pourquoi tout ça? Alors justement, moi je tombais sur un petit truc là en 2017, donc la performance évidemment de tout ça, parce que tout ça forcément c'est pour quelque chose, hein. Je veux dire, on balance pas comme ça 42 000 satellites, je veux dire, pour rien, hein, pour rien. Et puis derrière, il y a 1 million de stations terriennes, hein. Je vous dis, c'est V, hein, c'est V là, ils arrivent, hein, donc voilà. Et donc parce qu'il y a donc en fait un utilisateur établi avec le réseau de satellites, donc en fait donc raccordé à un terminal d'ordinateur, il a un débit de 1 gigabit par seconde. Voilà, donc ça c'est la performance qui a été donnée en fait en 2017. Donc en gros, t'attends moins, hein, voilà, c'est tout. Et donc en fait voilà, alors il y a un truc qui est un peu bizarre, c'est qu'en fait on parle d'un projet internet par satellite et en même temps on veut faire des installations au sol. Voilà, c'est un petit peu bizarre et bon, c'est pas en faisant des installations au sol qu'on va aller sur Mars aussi, hein. Enfin donc voilà, donc là je me suis un petit peu perdue en chemin. Et donc en fait d'autant plus que Cisco en fait eh bien lui il a fait une projection dans l'avenir par rapport justement au gigabit, hein, par rapport au fait évidemment de plus attendre le signal sur les ordinateurs et les PlayStation. Et donc en fait il a dit mais en fait c'est pas viable commercialement parce que nous en fait on a fait une projection et en fait ça va passer 1 gigabit c'est 0,10 $. Donc, je veux dire, commercialement, je sais pas comment il va faire, quoi. Voilà, donc c'est un petit peu ça. Et donc, bon, alors, je vous parle de tout ça aussi parce que nous, dans notre famille française, dans les Gaulois, hein, parce que nous, par rapport à eux, nous, en fait, on est encore à l'âge de pierre, hein, bien sûr. Eh bien, dans un village normand, eh bien, ils n'ont pas voulu de l'installation de l'antenne d'Elon Musk qui leur proposait quand même 2 000 €, hein, évidemment, de loyer pour installer leur magnifique parabole. Alors, c'est intéressant aussi de voir évidemment qu'il y a aussi Amazon qui lui aussi balance ses gobelets dans la stratosphère et évidemment tout ça évidemment avec la bénédiction de toutes les commissions spatiales, spatio-temporelles et intergalactiques. Alors évidemment nous, moi en tout cas, moi mon téléphone il a du mal à marcher, hein, voilà, et puis je me suis dit quand on a 42 000 satellites, hein, au-dessus de la tête,
qui arrête pas de tourner et qui arrête pas d'envoyer des signaux. Alors c'est vrai que ma PlayStation, à mon avis, avec ça, elle va super bien marcher. Mais je sais pas si mon cerveau va autant marcher que ma PlayStation. Et en plus, d'un point de vue, on va dire, je veux dire, c'est des gens quand même, je veux dire, quand ils mettent $1, c'est pour que ça leur rapporte, hein. Donc là, ils ont tellement dépensé d'argent, je veux dire, il y a des infrastructures de recherche, de machin, pour balancer des satellites qui durent 7 ans. 7 ans. Alors que la station Mir, je veux dire, ça fait des années qu'elle est là. Je veux dire, les mecs, c'est tout juste s'ils vont pas construire des gratte-ciel sur la station Mir. Et lui, en fait, il balance des satellites comme ça, 42 000 satellites, à 300 km de la Terre, ensuite à 550, ensuite à 1500, pour bien qu'il soit. Ben, moi, je propose un satellite pareil, chez moi, c'est encore mieux, hein. Comme ça, j'aurai mon débit sur ma PlayStation encore au plus près de tout cela. Donc voilà. Alors, il y a une chose qui est assez intéressante, évidemment, c'est que c'est cette histoire, évidemment, de V, hein, de bande V, qui n'a jamais été utilisée évidemment dans tout ce qui était en fait de télécommunication, en fait de satellites de télécommunication, et que tout ce que je vous ai dit évidemment est assez curieux, est assez troublant, puisque évidemment on ne dépense pas autant d'argent pour simplement alimenter des PlayStation ou évidemment des conférences call. Donc et on développe pas non plus des super labos de recherche où on ne sait rien, évidemment. Par contre, au niveau des ondes, évidemment, au niveau des signaux, effectivement, ça peut faire beaucoup de dégâts, surtout quand on en a quand même 42 000 au-dessus de la tête. Voilà. Bon, mais écoutez, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. Prenez bien de l'aspirine, hein, si vous avez mal au crâne, voilà, après tout ce que je vous ai dit. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.